Salut, je m'appelle Maya et je suis chargée de mission à la FCSF depuis 2 ans et demi. Bah oui, depuis le mois dernier, ça n'a pas changé. On se retrouve donc un mois après le premier épisode de ce podcast, et je suis de retour, toujours armée de mes questions, mes doutes, mon syndrome de l'imposteur en poche, pour partir à la rencontre d'invités et comprendre ensemble en quoi démocratie et justice sociale résonnent avec nos vies. Vous écoutez Histoire de, le podcast du Buffet des idées, le programme de musculation citoyenne du Congrès des centres sociaux. Cet épisode parle de discrimination. Depuis le premier épisode et le cycle 1 du Buffet des idées, j'ai pas mal continué à réfléchir à cette idée de légitimité, de posture, de place. Vous allez voir, on en parle aussi dans cet épisode. Si rien n'a drastiquement changé dans mon approche depuis, je suis ressortie plus éclairée et plus confiante en l'importance et en notre capacité collective à accompagner la participation de toutes et tous à la vie démocratique. Aujourd'hui, avec le second cycle, on s'attaque à la deuxième jambe de notre démarche congrès, celle de la justice sociale. Alors là, dans le genre notion nébuleuse, la justice sociale. Est-ce que j'ai déjà lutté pour ? Est-ce que j'ai déjà été victime d'une injustice sociale ? Bon, forcément, la justice sociale telle qu'on l'entendait historiquement, à savoir l'égalité économique, le partage équitable de la redistribution des richesses, ça me parle. J'en ai vu des paquets d'autocollants, je lutte des classes, chez les parents de mes potes. Bon, pas chez les miens, chez moi on parlait pas politique. Entre les parents encartés au PC, les cheminots syndiqués, je connais. Mais j'ai pas vécu. D'ailleurs aujourd'hui, et c'est ce qu'a confirmé François Dubet dans le webinaire d'ouverture, j'ai l'impression qu'on parle plutôt d'égalité des chances, de lutte contre les discriminations, quand on pense justice sociale. Là pour le coup, mes proches, ma petite sœur, ses amis, je les vois mobilisés autour de collectifs écologistes, féministes, antiracistes, bref, autour de thématiques peut-être plus spécifiques, plus propres à chacun et chacune d'entre nous. Et c'est précisément ce glissement qui m'interroge. C'est cette lutte contre les discriminations que j'ai envie de creuser dans ce podcast. Pour explorer ces nouvelles formes de mobilisation, je me suis demandé 2 choses. C'est quoi la discrimination ? Et comment les gens se mobilisent pour lutter contre ? Dans cette première partie, on va aborder la discrimination sous l'angle du racisme. Ça, c'est une question qu'étudie Mam Fatou Niang. Elle est enseignante-chercheuse à l'université Carnegie Mellon aux États-Unis. Son plus récent livre, Identité française, interroge la notion d'identité nationale à travers l'étude de discours et d'œuvres traitant de l'expérience de femmes vivant en banlieue. Mam est aussi co-réalisatrice de Marianne Noire, un film dans lequel 7 femmes afro-françaises examinent ce que veut dire être noire et française. Mais au-delà de ses recherches sur la question, pour elle, mieux comprendre la discrimination, c'est un vrai enjeu de société. Savoir, c'est le premier pas pour agir. Comment est-ce qu'on peut agir sur la discrimination ? Savoir qu'il y a de la discrimination. Savoir de quelle manière on est victime de discrimination, mais aussi savoir de quelle manière on est privilégié par rapport à la discrimination, même si on ne le sait pas, même si on ne le veut pas. Et à partir de là, savoir comment est-ce qu'on peut prendre un peu de ces privilèges, en donner aux autres. Et ces privilèges, ce n'est pas quelque chose qui est quantifiable. Donc, je ne peux pas mettre la main dans mon cœur et sortir 4 grammes de privilèges et en donner à l'autre. C'est par le savoir. Se dire, je sais que par telle position, que je le veuille ou pas, que je l'assume ou pas, je suis dans une position de privilège. Et comment est-ce qu'on peut arriver à une société plus égalitaire ? Pour moi, la seule solution, c'est la distribution de savoir. Non, attendez, pause. Non mais moi, je suis pas discriminante. Si vous me posez la question, non. Bien sûr que non, je ne le suis pas. Je ne suis pas raciste. En France, on prend très souvent les choses par le mauvais bout. On parle d'être raciste. Je pense qu'il y a un problème avec l'auxiliaire. Ce n'est pas l'auxiliaire être, c'est l'auxiliaire avoir. Nous avons du racisme, nous l'avons tous. Et nous l'avons pour des raisons qui des fois dépassent notre propre volonté, parce que notre histoire ne nous apprend pas tout de nous. Moi, je suis aujourd'hui, je suis française, je suis noire. Les gens me demandent souvent d'où je viens, parce que dans l'imaginaire populaire, une Française ne me ressemble pas. Ou si je suis française, je dois être issue de l'immigration, 1re, 2e, 3e génération. Voilà, je viens d'une famille qui est en France depuis 1835, et pourquoi les gens ne le savent pas ? Parce qu'on ne l'apprend pas dans les écoles. Il y a toute une partie
de ce qui fait que nous sommes aujourd'hui un pays, nous sommes une communauté qui n'existe pas. Si les gens ne me voient que comme une nuisance qui brûle des voitures dans les banlieues, ne me voient pas comme quelqu'un qui a pu participer activement à la création de ce pays, ils peuvent avoir des comportements, même involontairement, qui puissent être des comportements discriminants parce que je ne suis pas vue comme la norme. Je ne suis pas vue comme appartenant de facto à la norme. Donc je reviens vraiment à cette idée de la différence entre être et avoir. Souvent, nous ne sommes pas racistes, nous avons du racisme. Passer du verbe être au verbe avoir, ça permet de prendre conscience que le problème n'est pas ceux qui sont racistes. Le problème, ce sont les comportements racistes. Ça permet de sortir de la critique de la personne dans son être. Si le problème, c'est un comportement, alors tout le monde peut évoluer, c'est pas inscrit dans notre ADN, ça ne nous définit pas. Et ça permet aussi de se rendre compte que même les personnes non racistes peuvent perpétuer des comportements racistes. Partir, revenir à ce passé, et pour moi, ce n'est pas pour demander la repentance des gens, ce n'est pas pour demander des points de victimisation, c'est juste pour se dire, arrêtez de voir l'autre comme un autre, arrêtez de voir l'autre comme un autre qui est dangereux, arrêtez de voir l'autre comme un autre qui vient saper votre culture, qui vient salir votre culture, parce que l'autre, c'est votre culture. L'autre est avec vous depuis 1639, l'autre est avec vous depuis 1835, l'autre est avec vous depuis beaucoup plus longtemps que vous pensez, et l'autre, c'est vous. Bon, on a parlé de savoir, mais comment on agit concrètement? Comment moi, je peux agir? Face à des discriminations que l'on ne vit pas, on peut se sentir illégitime à agir. Ce n'est pas qu'on ne se sent pas concerné, mais plutôt qu'on a peur de prendre la place des personnes. Bref, on a peur de reproduire des formes de discrimination, alors qu'on veut aider à les résoudre. Solène Compin est formatrice en éducation populaire, membre du collectif Les Orageuses. Elle accompagne des associations, des collectivités, des professionnels du social, dans des dynamiques de participation, de coopération et de développement du pouvoir d'agir. Dans ses formations, elle s'est déjà retrouvée face à ce sentiment bien connu d'illégitimité. Ça s'est exprimé là hier, par exemple, j'étais dans un cours avec des assistantes sociales en service social et elles m'expliquaient qu'elles avaient fait un stage au sein d'une organisation où on leur demandait du coup d'aller mobiliser des femmes voilées, des femmes musulmanes qui portaient le voile. Et parmi ces stagiaires assistantes sociales, il y avait une étudiante qui était musulmane et qui portait le voile, et deux autres étudiantes qui étaient non musulmanes et qui ne portaient pas le voile. Et donc les deux étudiantes non voilées ont vraiment très mal vécu ce stage-là et exprimaient ça en disant mais nous, franchement, on n'était vraiment pas légitimes à aller parler à des femmes voilées, alors que moi je suis même pas musulmane, je sais pas ce qu'elles vivent, c'est quoi ma légitimité à aller les solliciter et aller voir si elles vivent des problèmes. Et du coup, voilà, moi, je ne me sentais pas légitime, hyper mal à l'aise et je n'avais pas envie d'aller leur parler. Cette question-là, pour moi, je trouve qu'elle est très importante à prendre en compte. Moi, je la résous en me disant que, d'une part, c'est important d'avoir conscience qu'on ne vit pas la même chose que la personne potentiellement qui vit des discriminations. Mais pour autant, ça, pour moi, c'est du coup un des risques de ne pas se sentir légitime au point que je n'ose même plus aller aborder une femme musulmane voilée pour leur demander ce qu'elles vivent comme problème et oser dire que moi, je trouve ça injuste et je n'ai pas envie de vivre dans une société qui fait perdurer ces discriminations. Ça pose problème parce que du coup, souvent, ces groupes qui vivent des discriminations sont des groupes minoritaires. Et donc la minorité, c'est-à-dire ils représentent peu de personnes et on sait qu'un des pouvoirs de changement, c'est le fait d'être en capacité de représenter un nombre de personnes conséquentes, suffisamment conséquentes pour pouvoir intéresser les pouvoirs publics. Et même embarquer dans le même bateau, ça n'empêche pas qu'on peut chacune avoir notre place. Moi, je pense qu'on a besoin de je dis ça, des alliances. Ces alliances, c'est-à-dire d'avoir conscience qu'on ne vit pas les mêmes choses. Donc, ça veut dire avoir conscience que quand on aura des décisions à prendre ensemble en tant que discriminés et non discriminés, peut-être qu'on peut laisser un pouvoir de décision supplémentaire aux personnes qui vivent les discriminations, aux personnes qui sont réellement directement impactées, concernées, impactées par le problème. Mais pour autant, je pense que dans la salle, on a plus besoin d'être 100 que de 10 pour pouvoir faire aboutir les changements pour obtenir gain de cause.
les alliances sont possibles, mais des alliances, ça veut dire qu'on a conscience, voilà, qu'on n'est pas tous égaux face à ce problème-là, mais par contre, on peut tous se sentir dans la même barque, c'est-à-dire dans cette même envie de changement, dans cette même envie, dans cette même colère face à ces injustices, et cette même envie de voir que ces injustices et ces inégalités et ces discriminations, elles diminuent. Bon, il y a plusieurs façons d'aborder cette idée. Un des moyens de travailler à la fois ensemble et en laissant la place aux personnes discriminées pour qu'elles puissent s'exprimer, c'est le travail en non-mixité ou en groupe de pairs. C'est quelque chose qu'on a tous et toutes déjà vécu, ça. Dès qu'on participe à une réunion, à une formation, on se retrouve parfois entre bénévoles d'un côté et salariés de l'autre, entre jeunes d'un côté ou personnes plus âgées de l'autre. Ça permet de se sentir plus à l'aise pour s'exprimer. Et ça, c'est important par rapport aux discriminations. Et la non-mixité, c'est un moyen, comme un autre, de faciliter du coup l'expression et la mise en lumière de ces problèmes-là, notamment des discriminations. Si je partage moi en tant que femme avec d'autres femmes sur ce que je vivrais dans mon organisation en tant que femme, je vais me poser du coup cette question de est-ce que je vis des choses particulières de par mon statut de femme? Ou si je suis que entre jeunes, je vais me poser la question de est-ce que je vis des choses particulières dans cette organisation ou dans cette société que je vis parce que je suis jeune en tant que jeune. Et donc, ça va du coup faciliter une expression des problèmes, des discriminations possibles autour de mon statut dans ce groupe-là, dans cette organisation, dans cette société, qui ne s'exprimerait pas de la même façon, de manière beaucoup plus sans doute limitée, si j'étais tout de suite en tant que jeune avec des vieux, ou en tant que femme avec des hommes, ça s'exprimerait moins facilement. Il y a l'intérêt de partir de cette non-mixité comme un premier pas, de aussi, du coup, se sentir moins seul, de prendre conscience que je ne suis pas la seule ou le seul dans cette organisation, dans cette société, à vivre ce que je vis. Et donc ça donne du pouvoir, ça donne de la capacité, de l'envie à aller plus loin, à ne pas continuer à subir ce que je subis. Mais est-ce que c'est pas antinomique, le fait de se retrouver entre soi pour lutter pour plus d'égalité entre tous? Les personnes, les formateurs ou les personnes qui accompagnent des groupes à utiliser ce moyen de la non-mixité comme une étape nécessaire pour aller vers une véritable mixité, ils n'ont pas ce but de fin en soi comme de vivre une société dans ce qu'on pourrait appeler du communautarisme, c'est-à-dire de vivre dans une communauté fermée qui se fermerait sur son propre intérêt, quoi. On n'est pas obligé d'aller de créer le groupe non mixte, de créer à un moment donné le eux et le nous. Je pense que c'est une étape nécessaire, mais on peut ne pas rester à cette étape-là et penser qu'il y a tout intérêt à ensuite aller confronter nos opinions avec des personnes qui ne nous ressemblent pas, parce que on fait société ensemble, quoi. Dans l'expérience de Solène, la non-mixité est aussi ce qui permet de ne pas tomber dans une confrontation stérile entre personnes subissant une certaine discrimination et personnes potentiellement discriminantes. Il n'y a pas les victimes, les plaignants d'un côté, et ceux qui se défendent, se justifient de l'autre. En prenant le temps d'échanger entre soi d'abord, on sort de ce qui serait une critique individuelle. Souvenez-vous du être raciste de Mame, pour aller vers une critique comportementale, peut-être plus collective. Au final, la lutte contre les discriminations, ça peut faire peur. Parce qu'on se dit que tout le monde se met à défendre son identité à soi, les uns à côté des autres. Bah oui, mais si on s'y intéresse aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi un moteur pour agir. Je pense qu'il faut surtout poser la question de quel est le moteur des personnes dans leur action. Enfin, c'est vrai que souvent, l'identité, ce qu'on représente, c'est un moteur plus valorisant que la notion de classe. C'est plus valorisant de se mobiliser en tant que jeune, en tant que femme, en tant que noir, en tant que musulman. Valorisant par rapport à l'image que j'ai de moi-même plutôt que se mobiliser en tant que pauvre. Enfin, prendre en compte les spécificités, les intérêts, les points de vue de chacun, ce n'est pas contradictoire avec un projet de société plus juste pour tous. La non-mixité, par exemple, telle que l'a évoqué Solène, c'est une étape, pas une fin en soi. Au final, il s'agit de mieux se connaître, mieux se comprendre, pour construire une société plus humaine, à notre image. Et puis, ces mobilisations contre les discriminations, dans bien des cas, elles ne s'opposent pas aux luttes pour l'égalité économique. Les centres sociaux le savent bien. Vivre dans un quartier populaire, par exemple, c'est accumuler les stigmates. On agit contre plusieurs sources d'injustice qui se croisent. On peut penser à des locataires qui se battent pour un meilleur cadre de vie et des charges raisonnables, à des jeunes qui agissent contre les préjugés que les institutions ont parfois à leur égard,
à des parents qui souhaitent le meilleur pour leurs enfants face aux inégalités scolaires. Alors, n'opposons pas discrimination et inégalité. Partons de là où sont les gens, des raisons qui les poussent à s'engager, et construisons avec eux une société plus égalitaire et plus juste. Donc la première chose, c'est de se dire, nous sommes dans un projet, nous sommes dans quelque chose qui est une projection qu'on doit tous construire ensemble. Pas le construire comme on le veut, pas le construire comme un groupe le veut, mais le construire, et je reviens à cette idée, avec ce qu'on a. Je ne peux pas composer qu'avec des gens qui me ressemblent, je suis obligée de composer avec ce que j'ai, à droite de moi, à gauche de moi, et donc en prenant en compte nos différences, en prenant en compte nos différents points de vue, en prenant en compte nos différents intérêts, comment est-ce qu'on peut se dire qu'on peut essayer de s'allier temporairement, ou peut-être plus longtemps, pour atteindre ce point de vue commun qui est la libération et l'égalité d'une société humaine plus juste. Allez, rendez-vous le mois prochain pour l'épisode 3 d'Histoire 2, le podcast du Buffet des idées.